va calculer la... Donc ici, on a l'expression de la puissance transportée par le câble coaxial, donnée par cette expression. Et on va calculer le rapport air extérieur sur air intérieur optimal pour que la puissance soit maximale. Donc ici, la puissance, donc ici, le variable dans l'expression de la puissance, c'est air extérieur sur air intérieur. Et précisément, c'est air intérieur qui est variable. Donc, air extérieur et le champ sont fixes. Donc ici, on va calculer le rapport air extérieur sur air intérieur pour que la puissance transportée soit maximale. Je vous laisse réfléchir quelques minutes, après on passera à la correction. Est-ce que vous avez une idée comment on va faire pour déterminer ce rapport-là, air extérieur sur air intérieur? Alors ici, la, la puissance, c'est une fonction qui dépend de... Ça, c'est le son maximal. C'est comme, par exemple, en maths, si on a une fonction qui dépend de x, et on cherche le maximum de cette fonction, le maximum de la fonction en fonction de x, ou la variable x qui donne le maximum de la fonction. Qu'est-ce qu'on fait en maths pour déterminer cette valeur-là? Comment on détermine le maximum d'une fonction? Ouais, c'est ça, hein. Il faut dériver cette... on dérive la fonction, on met dérivée égale à 0. Et on cherche la valeur du variable qui correspond à la dérivée égale à 0. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Ici, pour nous, le variable, c'est... On va poser un variable, par exemple, x est égal à r extérieur sur r intérieur. Donc, c'est notre variable. Ici, on a r intérieur, donc c'est quelque chose qui varie. Donc, si r extérieur sur r intérieur égale à x, c'est-à-dire r intérieur, c'est r extérieur sur x carré. Et donc, on va transformer cette expression de la puissance toute en fonction de x. Et on garde ce qui est constante de côté et on écrit p en fonction de x. Et qui x, on va la poser, on va la poser, c'est r extérieur sur r intérieur. Et après, il faut calculer la dérivée de cette puissance par rapport à x. Et on met égal à 0 et on déduit x optimal qui correspond à r extérieur sur r intérieur optimal. J'espère que vous avez compris la démarche. Alors, je vous laisse quelques minutes pour faire cette
ce calcul-là et déterminer R extérieur sur R intérieur. Si vous avez trouvé la valeur, n'hésitez pas à... Est-ce que tout le monde a compris la question? Ah, dites-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi dans le chat si vous avez compris la question. Vous avez arrivé à trouver la valeur de rapport R extérieur à intérieur optimale. Je répète, hein, il faut poser un variable, par exemple, x est égal au rapport R extérieur sur R intérieur et écrire cette fonction-là, la puissance, en fonction de cette variable x. Donc, vous avez trouvé quelque chose qui est constante fois quelque chose qui dépend de x. Après, on dérive par rapport à x, on met dérivée égale 0 et on détermine la valeur de x qui correspond au rapport R extérieur sur R intérieur. Après la question B, on va calculer la puissance maximale transportée par la ligne pour la valeur qu'on va trouver de R extérieur puissance et on va calculer la puissance maximale transportée par la ligne.
Alors, ici pour la question A, il faut. Donc ici, on a notre variable, c'est R extérieur sur R intérieur. Donc, on pose une variable X, par exemple, on va l'appeler X ou Y, comme vous voulez, qui est égal à R extérieur sur R intérieur, le rapport qu'on cherche. Donc ici, ce sera tout ça fois. Par contre, ici, R intérieur, c'est quelque chose aussi qui dépend de X. Donc si X est égal à R extérieur sur R intérieur, c'est-à-dire que R intérieur au carré, ce sera R extérieur sur R extérieur au carré sur X carré. Donc il faut remplacer aussi R intérieur par, en fonction de R extérieur et X. Et donc on va trouver quelque chose qui est constante hein, en fonction de E intérieur et R extérieur, racine de epsilon R fois, ici ce sera ln de X sur X carré. Parce que ici, R intérieur, si on remplace par R intérieur, c'est R extérieur sur X. Donc, R intérieur au carré, ce sera R extérieur au carré sur X carré. Donc, ça va donner la position, ce sera une constante fois ln de X sur X carré. Et c'est ça qu'on va dériver par rapport à X. On va la dériver par rapport à X et on va mettre X égale à 0. Et après, on peut calculer la valeur de X, donc c'est la valeur optimale de la puissance. X et R extérieur, c'est ce qu'on cherche. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour la valeur de R extérieur sur R intérieur? Si vous avez compris, après, il faut juste faire le calcul et calculer R extérieur. Et la question B, ce sera juste on va remplacer juste ce qu'on va trouver dans la question A, dans l'expression de la puissance, pour déterminer la puissance maximum. N'hésitez pas à mettre les valeurs que vous avez trouvées dans le chat. Ouais, donc il y a quelqu'un qui a trouvé X égale exponentielle 1 demi, c'est ça. Après, donc, exponentielle 1 demi, pour la calculer par calculatrice, ce sera, je pense, 1,65. Donc, X, donc c'est le rapport R extérieur sur intérieur. Donc, l'optimal du rapport extérieur sur intérieur, c'est 1,65. Après, pour la question B, on va remplacer dans l'expression de la puissance R extérieur sur R intérieur par exponentielle 1 demi, qui est égal à 1,65. Et aussi, on va remplacer R intérieur par R extérieur sur X. Là, on a déjà la valeur de X. Et après, on détermine la puissance maximale transportée par l'air. Ici, on a tout ça, ce qu'il faut. On a le champ électrique, on a le rayon extérieur et on a aussi epsilon. Donc, on va passer à la question, à la correction. Donc, ici, on va faire par exemple R extérieur intégré à X. Ici, donc, R intérieur, donc, c'est pas constant, c'est quelque chose qui varie. On va la remplacer par R extérieur au carré sur X carré. Et donc, notre expression de la puissance, ce sera racine de epsilon R
sur 120 fois tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est constant fois ln de x sur x carré. C'est ça c'est ça la fonction. Donc moi, j'ai remplacé tout ça par une constante k fois ln de x sur x carré. Après, on dérive par rapport à x et on met la dérivée égale 0. Donc si on dérive ça, cette expression-là par rapport à x, donc ça sera k, k c'est une constante. Donc, ce sera la dérivée de ln x, c'est 1 sur x fois 1 sur x carré, plus la dérivée de 1 sur x carré fois ln de x. Donc, ce sera ln de x fois la dérivée de 1 sur x carré, c'est moins 2 sur x3. Tout ça égale 0. Donc, ça, la constante, c'est différent de 0, donc c'est le reste qui est égal à 0. Donc là, on peut faire 1 sur x3 en facteur. Donc ici, on a produit deux termes qui est égal à 0. 1 sur x, et 1 sur x3, c'est quelque chose qui est différent de 0 parce que c'est égal à x, c'est r extérieur sur r intérieur. Donc 1 sur x, c'est r intérieur sur r extérieur à la puissance 3, donc c'est différent de 0. Parce que les rayons du câble coaxial, c'est quelque chose qui est différent de 0. C'est-à-dire que c'est l'autre terme qui est égal à 0. Donc ça est égal à 0, on déduit que ln de x est égal à 1 demi. Alors c'est x, ce sera exponentiel. 1 demi, c'est exponentielle 0,5, est égal à 1,65. Donc notre rapport optimal, r extérieur sur intérieur optimal, c'est 1,65. J'espère que c'est clair pour la question. Après, pour la question B, il faut remplacer dans l'expression de la puissance R extérieur sur intérieur par 1,65. Donc, pour calculer la puissance, on a, dans l'expression de la puissance, il y a aussi R intérieur au carré, dont on ne sait pas la valeur. Par contre, on sait la valeur de R extérieur. Donc, R intérieur, on peut la remplacer par R extérieur sur 1,65. Donc, si on place tout ça dans l'expression de la puissance, l'expression optimale, R intérieur sur R extérieur sur 1,65, on va trouver que Pmax est donné par cette expression. Et si on fait l'application numérique, on va trouver que c'est 1,53 kW pour la puissance maximum. Est-ce que vous avez des questions sur cette question? C'est bon ici? Oh, je remonte encore. C'est bon là? Si vous avez compris la méthode, c'est ça qui est. Si vous avez noté tout ça, après on passe à l'exercice. On va revenir sur l'impédance ramenée. Exercice 1. Mention d'impédance ramenée. Exercice 1. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas noté quelque chose.
question B, c'est juste une application numérique. Donc, pour l'exercice 1, on a une ligne de transmission de longueur L égale à 2 mètres avec les caractéristiques suivantes. Donc, il n'y a pas de perte, hein, alpha égale 0. On a l'impédance de la charge et aussi le courant au niveau de la charge. Et la question, c'est de calculer la tension VO et le courant à l'entrée de la ligne. Il y a une distance x égale à L. Je vais vous laisser réfléchir quelques minutes pour cette question, pour cet exercice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ici, pour calculer la tension à la distance x égale à L, VO, il faut déjà connaître l'expression de la tension en fonction de x. En tout point de la ligne. Après, on remplace x par L. Normalement, vous avez l'expression de votre de V de x et de x. Ou V de z, hein, peut-être variable z, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair la question 1? Il faut chercher l'expression de la tension et des courants en fonction de la variable d'espace. Soit x, soit dans votre cas, je pense que c'est z, variable z. Et donc, il faut juste remplacer x par L pour calculer VO et E. Alors, les expressions de V de x et de x, ça dépend du sens de la variable. Si on prend x, si on dirige x vers de générateur vers la charge, ce que vous avez dans votre cours, donc ici, la distance sera moins L. Donc ici, pour nous, si c'est x égale à L, c'est-à-dire que le sens positif, c'est de la charge vers le générateur. Et les expressions de V de x et de x, il y a un signe moins qui... Donc, dans votre corps, c'est la variable z, pour nous, c'est moins x. Ou vous voulez directement remplacer dans l'expression z par moins L.
pour calculer. Je vais juste vous montrer le schéma, en fait. En fait, dans votre cours, je pense que vous allez prendre le sens des x, ici de l'entrée vers la charge. Ici, cette distance-là, c'était moins L. Donc, nous, entre la charge et ici l'entrée, notre variable ici, c'est positif, quelque chose de positif. Donc, dans votre corps, c'était négatif. Donc, l'expression de la tension que vous avez dans votre corps, il faut juste remplacer la variable z par la variable moins x. Et donc, il y a un C- qui va intervenir entre le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Après, il faut remplacer le courant. Dans votre cours, vous avez le courant I égale à 0. C'est-à-dire au niveau de la charge, c'est IR pour nous. Et aussi ZL. ZL, c'est l'impédance de la charge. Pour nous, c'est ZR. Donc, on a la valeur. Il faut juste les remplacer. On a 6ZC. On a bêta. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer VE et E. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous avez déjà arrivé à trouver les expressions de V de X et de X? Alors, donc, le schéma, vous avez ce schéma-là dans votre corps. C'est juste le sens. Parce que là, dans l'exercice, ils ont dit qu'il faut calculer ça en X égale à L. C'est-à-dire, notre variable ici, il faut que ce soit positif. Donc, il faut prendre un sens positif de la charge vers l'entrée. Dans votre corps, c'était l'inverse. C'était, le sens positif, c'était de l'entrée vers la charge. Donc ici, ça, c'était moins L. Est-ce que vous avez déjà arrivé à trouver les expressions? Normalement, vous avez aussi la démonstration dans votre corps. C'est quelque chose qui dépend de cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. N'hésitez pas à demander des indications si vous êtes bloqué, hein. Donc ici, les expressions, l'expression que vous avez dans votre corps, c'est ça, hein. V de X, c'est I de 0. C'est pour nous, I de 0, c'est IR. Donc c'est la courant au niveau de en X égale à 0, c'est-à-dire au niveau de la charge.
fois ZL, pour nous c'est ZR, donc c'est l'impédance de la charge, fois cosinus hyperbolique gamma X. Alors ici, dans votre cours, vous avez gamma Z. Donc, et dans votre cours, Z c'était négatif, parce que le sens c'était inverse. Donc là, c'est comme on va remplacer Z que vous avez dans vos cours par moins X. Et cosinus hyperbolique moins X, c'est cosinus hyperbolique X. C'est une fonction paire. Donc ça ne va pas changer. Par contre, ici, sinus hyperbolique gamma Z, si on remplace Z par moins X, ce sera sinus hyperbolique moins gamma X. Et sinus hyperbolique moins gamma X, c'est moins sinus hyperbolique gamma X. Donc il y a un 6 mois qui va... Dans votre cas, je pense ici, vous avez un 6 mois. Et ici, Z c'est moins X, ce sera plus. C'est juste ça qui va changer. Parce que ici, ce n'est pas le même sens. La même chose aussi pour le courant, vous avez I de 0, c'est I de 0 sur ZC. Pour nous, c'est IR sur ZC. On va faire la même chose que dans votre cas ici, je pense que vous avez c'est moins ZL fois sin super. Est-ce que vous avez trouvé ces expressions-là de votre cas? Normalement, vous avez aussi la démonstration. Donc ici, la démonstration, ça ne sert à rien de la répéter ici. On va juste perdre notre temps. Donc ici, donc, pour nous, I de 0, c'est IR. C'est le courant au niveau de la charge. ZL, c'est ZR. Et gamma ici, c'est G fois bêta, parce que alpha égale 0. Il n'y a pas de paire. Donc après, il faut remplacer tout ça dans ces deux expressions-là. Et remplacer X par L. Donc, pour calculer, donc VO, c'est V en X égale à L. Et IO, c'est I en X égale à L. Après, il faut juste remplacer. Et là, vous avez cosinus hyperbolique. Lorsqu'on va remplacer gamma par G fois bêta, ça sera cosinus hyperbolique G fois bêta X. Et cosinus hyperbolique G fois quelque chose, c'est cosinus. C'est le cosinus sera de cosinus bêta X. Ça, c'est une propriété de cosinus hyperbolique. Si vous avez cosinus hyperbolique I, le complexe, fois X, c'est cosinus X. Par contre, sinus hyperbolique G fois quelque chose, donc ce sera G, on sort G de sinus, et ce sera sinus de ce quelque chose-là. Ça, c'est juste pour transformer, pour sortir le complexe de l'argument des sinus et des cosinus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici, hein? J'ai remplacé donc déjà E de 0 par R, et par G fois bêta, ça G fois bêta fois X, cosinus hyperbolique G fois bêta fois X, plus Z6 sinus hyperbolique G bêta X et de X. Ah, donc ici, cosinus hyperbolique G bêta X, c'est cosinus bêta X. Ça, c'est le cosinus normal. Et par contre, sinus hyperbolique, sinus bêta X. Okay. Une question sur dans votre cours, normalement, il y a un 6 mois ici. Parce que, parce que pour vous, la variable ici Z, vous avez dans mon cas, c'était négatif. Ici, entre la charge et l'entrée, la variable Z, c'était négatif. Donc, ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai remplacé la variable donc, que vous avez dans vos Z par moins X, parce que c'est l'inverse. Pour moi, ici, la variable, ici, c'est gamma X. Donc, c'est une fonction impaire. Et
c'est moi qui va sortir de l'argument, et ce sera plus qui change. Vous pouvez utiliser les expressions vous avez. Par contre, ici, ce sera x égale moins L. Donc, vous pouvez créer les expressions que vous avez devant quoi avec ces moins ici. Par contre, Z que vous avez dans votre choix, il faut la remplacer par moins L. Ça, c'est possible. Parce que dans la question, ils ont dit calcul de tension en x égale à L. Donc là, on est obligé de prendre un sens positif de la charge vers le générateur. C'est juste ça. Hein. Donc après, j'ai remplacé tout ce gamma et ZR et R. Après, donc pour moi c'est ma variable x est positive, donc je vais mettre x égale à L. Si vous avez pris les expressions que vous avez dans votre cours, il faut mettre z que vous avez dans l'expression par moins L pour trouver la même chose. Après l'expression VO, l'expression, c'est exactement la même chose. Soit vous prenez le sens positif de la charge vers le générateur, soit du générateur vers la charge. On va trouver la même chose à la fin. Ça ne dépend pas hein, de sens. Donc ici, on va remplacer x par L et on fait l'application numérique de ça. Moi, je l'avais écrit sous cette forme-là. Après, il faut vérifier hein, les applications numériques. Donc, on va faire exactement la même chose hein, pour calculer IO. Donc, IO, c'est I en x égale à L. Et on va remplacer juste x par L dans l'expression de courant. Donc, j'ai trouvé ça comme ça. Est-ce que c'est clair la question? Avant de passer à la question. C'est bon ici? Alors ici, c'est des expressions. Il faut juste remplacer dans les expressions de départ hein, et de 0 par ER, ZL par ZR et gamma par G bêta. C'est juste un... Après, là, il faut juste connaître ces formules-là. Cosinus hyperbolique, G fois quelque chose, c'est cosinus sur quelque chose là. Et sinus hyperbolique, G fois quelque chose, c'est G fois sinus sur quelque chose. Ces formules-là, vous pouvez les montrer. Hein. Cosinus hyperbolique, on peut l'écrire sous la forme exponentielle. Par exemple, sinus hyperbolique x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et sinus hyperbolique x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et après, si on calcule sinus hyperbolique g fois x, ce sera exponentielle gx plus exponentielle moins gx sur 2. Ça, c'est le cosinus. Exactement. Parce que cosinus, c'est exponentielle gx sur exponentielle moins g plus exponentielle moins gx sur 2. Et c'est la même chose aussi pour sinus. Je pense que vous avez déjà vu ces formules. Donc, on va passer à la question 2. On va déduire ZO de l'impédance d'entrée et on vérifie ce résultat par la forme de transformation des impédances. Donc ici, il faut le ZO par définition, c'est la tension d'entrée fois IE. Il faut juste remplacer ce qu'on a déjà calculé, VO et IO. Cette question-là, il n'y a pas... Donc là, ZO, c'est VO par définition, donc VO sur IE. Et si on remplace VO et IO par ces deux valeurs-là, on va trouver quelque chose. Là. Après, ils ont dit qu'on va vérifier ce résultat-là à la formule de transformer des impédances. Alors, la formule de transformer des impédances,
c'est la formule qui donne l'impédance en fonction de X au de Z. C'est-à-dire l'impédance en tout point de la ligne. Donc ça aussi, cette expression-là, vous l'avez déjà vous démontré dans votre cours, hein. Z de X, c'est ZC, un vecteur de ZL plus ZC tangente hyperbolique gamma X sur ZC plus ZL tangente hyperbolique gamma X. Ça aussi, c'est exactement la même chose, hein. Dans votre cours, je pense que vous avez un signe moins ici. Parce que le sens que vous avez pris dans votre cours, c'est l'inverse. C'est comme là, c'est Z que vous avez dans votre cours par moins X. Et ça devient plus. C'est la même histoire, hein, à côté de ça. Donc pour nous, ZL, c'est ZR. Et gamma, c'est G fois bêta. Donc si on remplace ici gamma fois G fois bêta, ce sera tangente hyperbolique G fois quelque chose, c'est aussi G fois ce quelque chose. C'est comme le sinus. Bon, il faut juste, parce que tangente, et si on utilise les deux formules de tout à l'heure, on va trouver que ce sera G fois quoi, tangente. Sinus, cosinus, ce sera G fois sinus sur cosinus, ce sera G fois tangente. Donc ce sera comme sinus. Alors, après, on va remplacer Z aussi, donc c'est Z en X égale à L. Donc ça sera, ça sera ça. Donc c'est ça que après là, il faut faire l'application numérique pour vérifier ce résultat. Moi, je ne l'avais pas vérifié, mais on va trouver exactement la même chose. Parce que si vous remarquez ici, cette expression-là, on peut la retrouver à partir de cette formule-là, on peut la calculer à partir parce que VO, c'est ça. L'expression de VO, c'est ça. IO, c'est ça. Si on met VO sur IO, si on met ça sur ça, on va trouver exactement cette expression. Donc ici, soit on vérifie, normalement c'est déjà vérifié, hein. Si on fait l'application numérique, on va trouver exactement la valeur qu'on a trouvée. Est-ce que c'est bon pour cette question? C'est bon, on passe à la question 3. Alors, ces formules-là, vous l'avez déjà dit. Il faut juste remplacer là plus par moins. Et là, ici, la variable, c'est bon, c'est x. C'est les mêmes expressions que vous avez dans. Alors, la question 3, c'est on va déterminer la puissance active transportée par la ligne. Est-ce que vous avez vu la définition de la puissance dans votre cours? Oh, pas encore. Donc ici, la puissance, donc il y a deux définitions. Il y a la puissance totale, il y a la puissance active, non, en fonction de conjuguée. Et la puissance active, c'est la part réelle de la puissance totale. Ce sera 1 demi fois la part réelle de V de x fois E de x. Donc ici, je vous donne l'expression, c'est ça. Donc la puissance active, c'est 1 demi fois la part réelle de V de z fois E de z étoile. Donc V de E de z étoile, c'est le complexe conjugué de E de z. Donc ça, c'est la définition. La puissance totale, c'est 1 demi fois directement V de z fois E de z. Donc, c'est pas, donc la puissance active, c'est la part réelle de la puissance totale. C'est ça la définition. Je pense que vous allez le voir dans la suite. Donc ici, V de z et I de z, puisque cette ligne-là, ils sont pertes, c'est-à-dire que la tension et le courant, c'est le même sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il est égal à la tension d'entrée, VE. Donc ici, je remplace V de z et I de z par VE et IE, qu'on a déjà calculé.
Parce que c'est la même puissance hein, qui est émise par le générateur. Ça, c'est vrai juste si la ligne, s'il n'y a pas les pertes dans la ligne. On a déjà vu que alpha égale 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas les pertes. Donc ici, on peut remplacer V de Z par I de Z par la tension d'entrée et le courant d'entrée. Sinon, il faut déterminer V de Z et I de Z. Donc là j'ai fait l'application numérique, j'ai trouvé que c'est presque 1,14 watts. Donc ici, il faut vraiment calculer cette expression-là. Et séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc la puissance R sera 1 demi fois juste la partie réelle. Parce que ça, c'est un nombre complexe. Donc là, il faut transformer sous forme de cosinus et sinus. Donc, ce sera le module fois cosinus, quelque chose, plus G fois, ou moins G fois module fois sinus. Donc pour nous, ce sera 1 demi fois juste la partie réelle. Donc si vous faites ce calcul-là, normalement, vous avez trouvé quelque chose, 1,14. Est-ce que vous avez des questions hein, sur cet exercice? N'hésitez pas hein, si vous n'avez pas compris quelque chose. Après, on passe à l'exercice, juste l'exercice d'après. Alors, essayez de répondre à la question 1, par exemple, de cet exercice. Ici, on a une ligne coaxiale d'impédance caractéristique 50 ohms. Donc, alimente une antenne dont l'impédance d'entrée est 300 ohms. Alors ici, dans cet exercice, la charge, c'est une antenne d'une impédance 300 ohms. Donc ici, les pertes sont de 0,3 décibels par mètre. Ça, c'est alpha. Et la longueur d'onde, c'est 0,33125 mètres. Donc la question A, c'est de déterminer alpha et bêta. Alpha, on va déterminer en ampères par mètre, parce qu'on a déjà la valeur en décibels par mètre. Donc là, il faut connaître la relation entre le décibel et le ampère. Et bêta, je pense que vous connaissez la relation entre bêta et la longueur d'onde. Il faut calculer bêta. Donc la question A, c'est pas complexe. Est-ce que vous connaissez la relation entre décibel et ampère? Vous l'avez déjà vu. En fait, alpha, c'est la constance de ce qui présente les pertes dans la ligne. On a gamma, c'est alpha plus G fois bêta. Donc alpha, c'est la partie qui présente les pertes. Et bêta, c'est ce qu'on appelle la constante en phase. C'est lié à la propagation. Alors ici, alpha, on a déjà la valeur hein, dans l'exercice. Donc ici, la question, c'est de calculer cette valeur-là en ampères par mètre. Alors ici, pour calculer alpha en ampères par mètre, il faut connaître la relation entre l'ampère et le décibel. Donc un ampère
faut qu'on- ça vaut combien en fonction de décibels? Est-ce que vous connaissez? Alors, la relation, on a un ampère. Un ampère, c'est 8,68 décibels. Je vais l'écrire. Donc, la relation, c'est ça. Tout à l'heure, il y avait des étudiants qui connaissent déjà la relation. Moi, j'ai dit que peut-être vous l'avez déjà vu dans votre corps. Donc ici, on va transformer juste cette valeur-là, 0,3, en ampère par mètre. Vous avez trouvé combien pour alpha en ampère par mètre? C'est ça, presque 0,030. Moi, je pense que j'ai trouvé 0,034. C'est correct. Il faut juste diviser cette. C'est ça, de 3,4 fois 200%. Il faut juste diviser cette 0,3 décibels par 8,60. Et la relation, cette relation, je pense aussi, vous l'avez déjà vu dans l'exercice 1, premier exercice. La relation entre bêta et la longueur d'onde. Là, vous avez trouvé combien pour bêta? La relation entre bêta et la longueur d'onde, c'est. Vous connaissez la relation? Ouais, c'est ça. C'est 2P sur l'onde. Il faut juste après remplacer la longueur d'onde par la valeur que vous avez dans l'exercice. Donc la question A, c'est pas très compliqué. C'est ça, on va trouver quelque chose autour de 20,11 radians par mètre. Alors pour la question 2, on va déterminer le coefficient de réflexion et l'impédance à une distance L de l'antenne. Alors ici, le coefficient de réflexion, il faut chercher l'expression dans votre courant, le coefficient de réflexion, en fonction de la variable de l'espace, soit de Z, soit de X. Et après, il faut remplacer X par L égale 1 mètre et calculer le coefficient de réflexion.
Est-ce que c'est clair pour vous la question? Donc là, il faut calculer le coefficient de réflexion. Alors là, il faut, il faut déjà chercher l'expression de le coefficient de réflexion qu'on note gamma, gamma de z, en fonction de z. Et on va remplacer. Et donc, vous avez une expression de votre corps en fonction de l'impédance de la charge et de l'impédance caractéristique et aussi de l'exponentielle gamma, gamma z. Alors, donc après, on remplace le z par L égale à 1 mètre pour déterminer l'impédance, pas le coefficient de réflexion. En fait, par définition, le coefficient de réflexion, c'est l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Donc, ce sera, par exemple, la tension, c'est V incidence fois exponentielle moins gamma x, plus V réfléchi fois exponentielle gamma x. Donc, la définition de coefficient de réflexion, c'est V réfléchi exponentielle gamma x sur V incident exponentielle moins gamma x. Donc, ce sera V réfléchi sur V incidence exponentielle moins 2, exponentielle plus 2 gamma x. Après, V réfléchi sur V incidence, ça, c'est le coefficient de réflexion en z égale à 0. Et vous l'avez déjà, ce rapport-là, en fonction de ZR et de votre c'est ZL, ZL et ZC. Donc, il faut remplacer V réfléchi sur V incidence par ZL, ZL moins ZC sur ZL plus ZC, fois exponentielle de gamma x. Donc, c'est ça l'expression qu'il faut utiliser pour calculer le coefficient de réflexion. Parce que dans cette expression, on a ZL pour nous, c'est ZR. C'est l'impédance de l'antenne, l'impédance de la charge, c'est 300 ohms. Z6, c'est 50 ohms. Et après, il faut juste remplacer l'exponentielle 2 fois gamma Z par 2 fois gamma L. Il est égal à 1 mètre. Alors pour gamma c'est alpha plus gamma c'est alpha plus G bêta. Donc il faut aussi remplacer gamma par alpha plus G bêta et de séparer les exponentielles. L'exponentielle complexe et l'exponentielle réelle. Et après, il faut juste faire l'application numérique. Est-ce que c'est clair pour vous la question? N'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous n'avez pas compris. Alors pour la question B, pour calculer l'impédance, on va utiliser l'expression qui donne l'impédance en fonction de coefficient de réflexion. Il y a une expression aussi qui lie la coefficient de réflexion, qui lie le coefficient de réflexion et l'impédance. Donc à partir de cette expression-là, il faut déterminer déjà l'impédance Z de Z et en fonction de coefficient de réflexion. Donc après déjà calculer ça, parce qu'on va calculer le coefficient de réflexion, après on peut calculer l'impédance. Alors ces expressions-là, normalement,
Vous avez ces expressions-là de votre. Vous avez aussi la démonstration, hein. C'est pour ça, on va pas faire ici la démonstration. Là, il faut juste connaître les définitions de coefficient de réflexion de l'impédance et on peut calculer. Est-ce que vous avez arrivé à trouver l'expression de coefficient de réflexion? Alors, ici, 0, normalement, ici, le coefficient de réflexion, ce sera quelque chose de complexe. Parce qu'il y a le terme, en fait, en exponentielle, deux fois g fois bêta fois L. Ça va dépendre de l'exponentielle g fois quelque chose. En fait, gamma de z, c'est pas que la partie zc sur zl moins zc sur z et plus zc. Ça, c'est le coefficient de réflexion en z égale à 0. Mais coefficient de réflexion en fonction de z, c'est cette zl moins zc sur z et plus zc fois exponentielle 2 fois gamma fois z. Il ne faut pas oublier le terme exponentiel, hein. Parce que c'est là on va remplacer z par 1 mètre. Gamma c'est par alpha plus bêta. Est-ce que vous avez compris? Généralement, le coefficient de réflexion et l'impédance, c'est quelque chose qui sont des nombres complexes. Après aussi, vous avez l'expression de l'impédance en fonction de coefficient de réflexion ou le coefficient de réflexion en fonction de l'impédance. Il faut déduire l'impédance à partir de cette expression-là. Je pense que vous avez gamma de z, c'est z de z moins zc sur z de z plus zc, ou l'inverse. Donc, à partir de ça, on peut déduire z de z. Z de z sera, je pense, zc fois 1 moins gamma sur 1 plus gamma. Donc, après avoir calculé le coefficient de réflexion ici, on peut la remplacer dans l'expression de l'impédance pour calculer l'impédance. Je vais laisser encore quelques minutes, après on passera à la correction. Mais il faut essayer, hein, il faut essayer de calculer aussi. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à demander. Ici, il y a des notions qui sont utiles, hein, pour la suite, comme la coefficient de réflexion, l'impédance. Il faut bien comprendre.
Donc la question 3, ça va dépendre de la question 1. On va déduire quelque chose sur l'impédance de l'antenne à partir de la question. Alors ici, ici, en fait, l'impédance de l'antenne, c'est des 300 ohms, mais c'est au niveau de l'antenne. Et on peut calculer l'impédance de l'antenne en tout point de la ligne. Ce qu'on appelle l'impédance ramenée. C'est ça la définition de l'impédance. Ici, on va calculer l'impédance de l'antenne à une distance L égale à 1 mètre. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que ça sera différent de cette valeur-là ou... Ça, c'est quelque chose de réel. Normalement, puisque le coefficient de réflexion, c'est complexe, et l'expression qui lie l'impédance à un coefficient de réflexion, là, ça va donner déjà que l'impédance ici, ce sera quelque chose de complexe. Si le coefficient de réflexion est complexe. C'est l'impédance en x égale à L. Est-ce que vous avez arrivé à calculer ce coefficient de réflexion? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Donc, on va passer à la correction. Donc, ici, la question 1, on va calculer alpha. Moi, j'ai trouvé que c'est 0,034. Aussi, la bêta, par définition, c'est dopé sur la longueur d'onde. Donc, là, j'ai trouvé ici 20,1. Ce que vous avez déjà trouvé. Donc là, je pense que tout le monde arrive à faire cette question. Pour la question 2, ici, on a notre ligne là, ici, on a l'antenne ici au niveau en x égale à 0. C'est la charge pour nous. Et on va déterminer le coefficient de réflexion et l'impédance à une distance L. Donc ici, à une distance. Là, j'ai pris le même sens que vous avez dans votre corps pour utiliser les mêmes expressions que vous avez déjà démontré. Alors, pour le coefficient de réflexion, ça, la définition, c'est gamma L. Donc ça, c'est le coefficient de réflexion au niveau de la charge, c'est-à-dire en x égale à 0. Si on met ici x égale à 0, gamma, ce sera gamma égale à gamma L. Donc, c'est le coefficient de réflexion au niveau de la charge. Ici, avec gamma L, vous avez vu dans votre cours que c'est ZL moins ZC sur ZL plus ZC. Avec ZL, ça, c'est l'impédance de la charge. Ici, dans notre exercice, c'est l'impédance de l'antenne. Il y a quelqu'un qui n'a pas noté. Là, c'est juste, il faut juste noter cette formule. Un EPA, c'est 8,60. Après, il faut juste faire l'application numérique. Est-ce que c'est bon? Donc ça, gamma L, ça c'est le coefficient de réflexion au niveau de la charge. Alors, vous avez vu de la démonstration qu'on a démontré cette fois. Donc après, à une distance L, donc x égale à moins L, on a gamma, c'est
Ça, c'est ce terme-là, ZA moins ZC, ZA plus ZC fois exponentielle moins gamma L. Et gamma, c'est alpha plus G bêta. Si alpha, donc on a les pertes, donc alpha, c'est divisé en 2 heures. On va remplacer gamma par alpha plus G bêta. Ça va donner moins de alpha L. Ça, c'est quelque chose de réel fois quelque chose de complexe. Je me souviens, moins G de bêta L. Alors, à ce stade-là, on peut faire l'application numérique. ZA, c'est 300 ohms. ZC, c'est 50. Alpha, on a déjà calculé alpha en ampères par mètre. Et bêta aussi, on a déjà la valeur. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est 0,67. Donc, je me souviens, moins G, 40,2. Tout à l'heure, celui qui a trouvé 0,7, je pense qu'il a oublié ce terme. Je pense qu'il avait pris juste cette expression. Il ne faut pas oublier cette expansion. Parce que généralement, le coefficient de réflexion, c'est complexe. Alors ici, 40,2 radians, ça, on peut l'écrire sous cette forme simple. Parce que ça, l'angle, c'est quelque chose de périodique. Donc, à chaque 2p, donc on trouve la même chose. Donc si on divise cette valeur-là par 2p, on va trouver que 6,4. Alors donc c'est 40, cette valeur-là, cet angle-là, c'est 2p fois 6,4, c'est 6,04. Si on développe ici, on trouve que c'est 0,8, ça fois ça, plus 6 fois 2p. Donc ça c'est la phase plus 2kp. Donc ici, c'est la même angle. Si on a un angle θ plus 2kp, c'est égal à θ. Donc ça, c'est 0,8p modulo 2p. Et ça, en degrés, ce sera 1,44. Alors, on préfère des fois de transformer ces angles en degrés. Ce sera utile pour la suite, en fait, pour ce qu'on appelle la bague de Smith. C'est un diagramme là où il y a les phases sont degrés. Il faut toujours écrire, essayer de mettre tous les angles en degrés. C'est correct, hein, même si on laisse comme ça en radian, c'est juste pour la présentation. Il faut obligé de passer. Ça, si on transforme directement cette valeur-là en degrés, on va trouver quelque chose qui est énorme, donc supérieur à 306 degrés, à 360 degrés. Donc, soit on remplace, on divise par 360, on va trouver que c'est quelque chose fois 1,44. On peut faire la même transformation en degrés. Donc ici, le coefficient de réflexion à distance L, c'est 0,67 exponentielle moins G 144 degrés. Après, la question B, si on va calculer, on va déterminer l'impédance. Alors là aussi, vous avez une expression qui lie l'impédance de la ligne à l'impédance de l'antenne à une distance L au coefficient de réflexion. Je pense que dans votre cours, vous avez gamma en fonction de Z. Gamma de X, par exemple, c'est Z de X moins ZC sur Z de X plus ZC. Et à partir de cette expression, j'ai calculé l'impédance Z de Z. Ce sera ZC fois 1 plus gamma de X sur 1 moins gamma de X. Ça, vous pouvez la montrer à partir aussi de la définition de l'impédance. Parce que l'impédance, c'est la tension, c'est V de X sur I de X. Et V de X, c'est V incidence exponentielle moins gamma X plus V réfléchi exponentielle moins gamma X. Si on divise tous par... et le courant aussi, c'est V incidence sur ZC exponentielle moins gamma X plus V incidence sur ZC gamma X. Si on divise tous par... Parce que
Gamma x, c'est V réfléchi exponentielle moins gamma x sur V incidence exponentielle gamma x. Donc, si on divise par V incidence exponentielle gamma x, on va trouver que cette expression. Je pense que vous avez la démonstration de votre. Donc, ici, on va remplacer x par moins L. Donc, ce sera z moins L, c'est zc fois gamma de moins L sur 1 moins gamma de moins L. Et gamma de moins L, on a déjà calculé la valeur. Donc là, il suffit juste de remplacer zc et gamma par les expressions qu'on a déjà trouvées. Donc ici, si on fait l'application numérique, on trouve quelque chose autour de 19,14 fois exponentielle moins g 64,18. Il faut toujours vérifier les applications numériques. Là aussi, à part de ça à ça, il y a un peu de calcul. Hein. Lorsqu'on va remplacer gamma, gamma de L par 0,67 exponentielle moins g 144, là, il faut transformer ce nombre complexe. Donc, il faut déjà éliminer le nombre complexe du dénominateur. Il faut multiplier par le complexe conjugué pour trouver cette valeur-là. Il faut toujours vérifier. Donc, la question 3, c'est que dire de l'impédance de l'antenne. Donc, ici, on a calculé l'impédance de l'antenne à une distance L. On a trouvé que c'est quelque chose de complexe. Là, c'est l'impédance de l'antenne au niveau de l'antenne, c'était 300 ohms. Donc là, si on éloigne, si on calcule cette impédance-là à une distance L, ce qu'on appelle l'impédance ramenée, ça devient en fait complexe. Et dans ce cas, on dit que l'impédance n'est pas adaptée avec la ligne de transmission. Donc, il n'y a pas d'adaptation. Donc, il faut déjà, pour avoir l'adaptation, il faut que cette impédance-là, impédance de l'antenne sur toute la ligne, soit égale, soit déjà réelle, et il faut qu'il soit égal à l'impédance caractéristique ZC pour avoir l'adaptation. Donc, lorsqu'on a l'adaptation, aussi le coefficient de réflexion est égal à 0. Parce que si on revient ici sur l'expression de coefficient de réflexion, donc ici, c'est ZA moins ZC. Donc, si l'impédance de l'antenne est égale à l'impédance caractéristique, alors le coefficient de réflexion ce sera 0. Donc, il n'y a pas de réflexion. Et dans ce cas, on dit que la ligne de transmission est adaptée avec notre... l'antenne est adaptée avec notre... Alors ici, j'ai créé une phrase. Hein. Donc, ici, l'impédance de l'antenne ramenée à une distance L sur la ligne coaxiale est complexe et différente de l'impédance caractéristique. On dit que dans ce cas, que l'impédance de l'antenne n'est pas adaptée à l'impédance caractéristique de la ligne coaxiale. On va voir dans la suite des TD comment il y a des systèmes en fait pour faire l'adaptation de l'impédance. Donc ici, pour adapter l'impédance de l'antenne à la ligne, il faut déjà éliminer la partie imaginaire et aussi de rendre la partie réelle égale à ZC. Dans ce cas, on dit que l'antenne est adaptée sur la ligne de transmission. Dans ce cas, l'énergie émise par le générateur, ça transforme totalement à la charge. Donc, il n'y aura pas de réflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie par réflexion. C'est-à-dire que le coefficient de réflexion sera 0. Et le transfert d'énergie, ce sera optimal. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous n'avez pas noté quelque chose. Et merci pour votre attention.